Salut, c'est Nathan. Avant de commencer, je voudrais que vous repensiez à la dernière fois qu'un enfant vous a raconté quelque chose qui semblait trop gros pour être vrai, et que vous avez choisi l'explication la plus simple. Il est fatigué. Il en rajoute. Il invente tout. L'histoire de ce soir parle d'un père qui avait les mains plongées dans le liquide de frein par un samedi ordinaire. Quand le cri de son fils de 7 ans a traversé les murs de la maison. Elle parle aussi des 5 mots que ce garçon a réussi à balbutier alors que l'empreinte de la main d'un homme adulte rougissait encore sur sa gorge. 5 mots qui ont fait ouvrir un coffre de voiture, et ce coffre a révélé un réseau criminel organisé que tout un département avait réussi à ne pas voir. 7 histoire parle de la langue derrière laquelle les agresseurs se cachent, de cette petite phrase, il fait juste son difficile, et de ce qui se passe quand le seul adulte présent décide de croire l'enfant plutôt que l'excuse. C'est aussi, très honnêtement, une histoire de chien, de puces électroniques de la taille d'un grain de riz, et de la façon dont un homme calme, aux mains fermes et à l'œil clinique, peut neutraliser des gens qui prenaient sa patience pour de la faiblesse. Restez jusqu'à la fin, car la manière dont se perd tant son piège est l'une de mes préférées parmi toutes celles que nous avons présentées. Entrons dans le vif du sujet. Marc Collin savait lire la souffrance comme d'autres lisent les résultats sportifs. 14 ans au sein du service vétérinaire des armées lui avait appris à comprendre les chiens de travail qui descendaient des camions de transport avec les coussinets fendus et les nerfs brisés, menés par des conducteurs incapables de dire ce qui ne allait pas, sachant seulement que quelque chose clochait. Une fois son contrat terminé, il s'est installé à Nantois, dans l'Ain, a racheté la vieille clinique délabrée de la route de la Cluse et a peint lui-même, clinique vétérinaire Collin, sur la vitrine. Les gens du coin lui ont apporté leur retriever boiteux, leur poule qui ne pondait plus, petit à petit, leur confiance. Il a épousé Justine Meunier, qui tenait un dépôt-vente sur la place du village appelé Seconde Vie. Ils ont eu Théo, un garçon sérieux et observateur qui, à 7 ans, portait déjà la gravité d'une âme bien plus âgée, et un bigle nommé Banjo qui considérait Théo comme son propre centre de gravité. La vie se résumait aux vidanges dans l'allée, aux séances d'identification le samedi matin, et à Théo qui partait à vélo jusqu'au ruisseau des écrevisses avec un sandwich jambon-beurre dans son sac à dos. Si on avait demandé à Marc ce qu'il craignait le plus, il aurait parlé de menaces silencieuses, d'une septicémie cachée derrière un frétillement de queue, d'une pourriture qu'on ne sent pas avant qu'elle n'ait attaqué la structure. Il allait apprendre cette année-là que la pourriture était déjà dans sa maison, qu'elle dormait au-dessus de son garage et mangeait à sa table. Le frère cadet de Justine, Lucas, avait débarqué l'automne précédent comme il débarquait partout ailleurs. Fauché, charmeur, portant au poignet une montre neuve qu'il n'aurait jamais dû pouvoir s'offrir. Justine avait supplié Marc de le laisser loger dans le studio au-dessus du garage, juste le temps qu'il se remette sur pied, et Marc avait accepté parce que la famille était un mot qu'il respectait encore. Lucas prétendait gérer des stations de lavage pour un homme d'affaires nommé Raymond Sorel. Sorel Lavage comptait 3 établissements, en plus d'un domaine de chasse privé situé sur la route départementale. Le travail semblait se faire principalement de nuit et l'argent rentrait en liquide. La BMW noire de Lucas allait et venait à 2 heures du matin. Marc, qui se levait à 5 heures, le croisait parfois dans la cuisine et remarquait des détails qu'un vétérinaire ne rate pas, des griffures fraîches sur les avant-bras de Lucas, profondes et parallèles, ainsi qu'une odeur sur sa veste qu'il n'arriva pas à identifier au début, puis un matin. Ce fut évident, la sueur de peur des chenilles. Pendant ce temps, le tableau d'affichage de la coopérative agricole se couvrait d'avis de recherche inquiétants. Disparu, Duc, collier rouge,
Géant affectueux. Disparu, Roxy. Disparu, Major, notre compagnon, récompense promise. 12. Chien en 3 mois. Marc gardait une carte dans son arrière-boutique avec une épingle pour chacun d'eux. Son assistant, Geoffrey Marquet, remarqua que les épingles dessinaient un cercle autour des routes départementales au sud du lac. Des bâtards robustes, tous autant qu'ils étaient. Aucune puce n'avait jamais bipé dans un refuge. Quand Marc a signalé la situation, l'agent de la fourrière municipale, un homme au visage de pierre nommé Bernard Roussel, a simplement inscrit « attaque de renard » sur son registre sans lever les yeux. Fernande Pouget, 79 ans, était assise dans la salle d'examen de Marc, serrant la laisse de Duc comme un chapelet, lui demandant si son compagnon avait souffert. Marc n'avait pas de réponse. Il détestait ne pas avoir de réponse. Le samedi où tout a éclaté était d'une banalité voulue. Justine avait pris l'usure des freins du break familial comme une insulte personnelle, alors Marc l'avait monté sur des rampes dans l'allée, manches retroussées, changeant les plaquettes, les disques et faisant la vidange, sous la surveillance de Banjo. Depuis le Porsche, Théo était parti à vélo vers la rivière après le petit déjeuner avec les jumeaux Simon. Ce que Marc ignorait, c'est que Théo était revenu plus tôt et seul. Il avait poussé son vélo le long du jardin, le visage pâle comme du lait écrémé, et était par la buanderie pour chercher sa mère, mais était tombé sur son oncle à la place. Marc a entendu le cri. Par-dessus le bruit de sa clé à cliquet. Il dira plus tard qu'il ne se souvenait pas avoir traversé la pelouse, ni d'avoir ouvert la porte vitrée, il ne se rappelait que du couloir. Son fils était plaqué contre le calendrier mural, les pieds touchant à peine le sol, et la main de Lucas était serrée autour de la gorge du petit. Le visage de Lucas à quelques centimètres du sien, sifflant. Ne dis à personne ce que tu as vu. Tu m'entends? À personne. Marc l'a arraché. Du gamin comme on arrache un chien d'une morsure. Rapide, bas, sans négociation. Et l'a projeté contre le banc à chaussures assez fort pour le fêler. C'est quoi, ça? La voix de Marc est sortie calme, ce qui était d'une certaine manière bien pire que s'il avait crié. Lucas a ajusté sa chemise, a retrouvé son sourire narquois, celui qu'il avait sorti de toutes les pièces qu'il avait saccagé, et a dit, tu l'as trop gâté. Il fait juste son difficile. Derrière Marc, Théo glissait le long du mur, cherchant son air, et ce qu'il est parvenu à balbutier a changé le cours de la journée, de l'année, du département. Papa, son coffre. Regarde son coffre. Marc a regardé son fils, puis son beau-frère, et a vu le rictus s'éteindre alors qu'il attrapait les clés de Lucas sur la console de l'entrée. Lucas s'est jeté sur lui. Marc lui a collé un avant-bras contre le torse sans ralentir son élan. La BMW était garée sous l'ombre de l'érable, le couvercle du coffre poussiéreux. Sauf là où des mains s'étaient posées. Marc a tourné la clé. À l'intérieur, sur une bâche pliée, gisait une chienne bringée, les jarrets ligotés par des colliers de serrage en plastique, le museau entouré de rubans adhésifs argentés. Les côtes bougeant à un rythme rapide et saccadé. À côté d'elle, une perche de capture, un bâton de réduction en bois marqué par des traces de crocs, et une boîte à chaussures fermée par des élastiques, gonflée de billets de 50 € posés près de la roue de secours, presque proprement. Il y avait aussi un collier rouge avec une médaille en cuivre où on pouvait lire « Duc ». Les mains de Marc s'activaient avant même que son esprit ne réalise. Un coup de couteau de poche à travers les colliers de serrage. Le ruban adhésif retiré. Les voies respiratoires vérifiées. Les gencives pâles. Le pouls filant. Le coup de chaleur à quelques minutes près. Il a travaillé directement dans l'allée avec la
tondeuse sans fil et le jet d'eau froide pendant que Théo tenait la tête de la chienne. Et de sa main libre, il a composé le 17, racontant tout avec les phrases plates et précises d'un homme qui avait déjà signalé bien pire par radio. Ce que Théo avait vu au bord de la rivière est ressorti ce soir-là par morceaux, alors que Banjo était couché sur ses pieds comme 30 kilos de témoignage silencieux. Un mois plus tôt, depuis les saules derrière l'embarcadère, il avait vu l'oncle Lucas attirer le vieux duc vers la BMW avec une saucisse. Il s'était dit que c'était pour lui rendre service, pour le ramener à la maison. Aujourd'hui, il l'avait revu. La chienne bringée, la perche, le coffre, et cette fois, Lucas l'avait vu regarder. Les gendarmes ont pris des photos et ont embarqué Lucas dans la même heure, et pendant une soirée, Marc a cru que la justice allait simplement faire son travail. Ce ne fut pas le cas. Lucas était dehors dès le lendemain. Le parquet a déclaré que les poursuites étaient en attente d'examen. Bernard Roussel a pris la garde de la chienne bringée comme pièce à conviction et a rédigé un rapport décrivant un chien errant non identifié, sans propriétaire, présentant des blessures mineures. Un rapport que Marc n'a démonté qu'en fournissant les photos prises à l'admission, ses propres notes cliniques et la trace d'une cicatrice sur l'épaule de la chienne, là où une puce électronique avait été extraite avec un outil sale. Il a refusé de la laisser sortir de sa clinique, invoquant une nécessité médicale, et a mis Roussel au défi par écrit de demander une ordonnance du tribunal. Théo l'a nommé prune avant même que l'encre ne soit sèche. Mais la véritable fracture s'est produite dans la cuisine de Marc. Justine est rentrée de la gendarmerie avec la version de son frère déjà bien ancrée. C'était un malentendu. Le chien était un animal abandonné que Lucas transportait pour le sauver. Théo exagère. Tu sais bien qu'il exagère. Et puis elle a prononcé exactement cette phrase, il faisait juste son difficile. Les poils se sont hérissés sur les bras de Marc parce que c'était la phrase de Lucas, dite avec l'intonation de Lucas, et sa femme l'avait rapportée à la maison comme une recette de cuisine. Elle avait répété son texte. Il a regardé la femme avec qui il avait construit sa vie et a compris, avec la froide clarté d'un médecin, qu'il ne faisait plus partie de la famille. Il était désormais l'obstacle qu'il essayait de gérer. Alors, Marc a fait ce qu'il faisait face à n'importe quel diagnostic alarmant, il a cessé de se battre contre les symptômes et est parti à la recherche de la source. Le corps de Prune était un procès-verbal à lui seul. Des plaies perforantes. Guéries selon les schémas classiques des combats de chiens, sur les pattes avant, le museau et la gorge. Une oreille coupée de manière artisanale et excentrée, qui n'était pas le travail d'un vétérinaire. Des dents usées à force de mordre les barreaux d'une cage. Il a tout photographié sous une bonne lumière, l'a répertorié comme on le lui avait appris, et a appelé un vieil ami. Martin Houdin, ancien sergent du service vétérinaire sous les ordres de Marc. Aujourd'hui inspecteur spécialisé à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, OCLAESP, la brigade qui traque réellement les réseaux de combat de chiens. Dis les mots magiques, lui a dit Martin. Organisation de combat d'animaux, délit passible de 5 ans de prison en bande organisée, et chaque spectateur est aussi coupable. Puis Martin a ajouté la chose la plus difficile, il nous faut le lieu de l'organisation, pas seulement un coffre de voiture. Un coffre, c'est un seul homme. Moi, je veux la grange. Marc a trouvé la grange 11 jours plus tard, simplement en restant éveillé. Il a suivi la BMW à distance raisonnable, feu éteint sous une lune gibbeuse. Passant devant le panneau Sorel lavage jusqu'à un vieux portail rouillé qui émergeait des herbes folles comme une pierre tombale. Le vieux cinéma de plein air, l'étoile,
fermée depuis les années 90. Des camionnettes immatriculées dans d'autres départements attendaient en file là où les voitures familiales se garaient autrefois. De la lumière filtrait de la grange de projection barricadée. Un groupe électrogène ronronnait et sur la grille, une chaîne neuve, des caméras neuves, et un panneau écrit à la main qui l'a presque fait rire, soirée cinéma, réservée aux membres. La découverte suivante, il l'a faite par hasard, et c'est celle qui lui a coupé les jambes. En épluchant les comptes pour protéger sa clinique, il a remarqué que le loyer de la boutique Seconde Vie était payé depuis 18 mois par une société civile immobilière appelée Holding de l'Étoile. L'Étoile. Il a vérifié le registre du commerce. L'adresse de gérance menait, après 2 sociétés. Écran, à Raymond Sorel. La boutique en faillite de sa femme avait un mécène. Et un jeudi soir, soir d'inventaire, comme elle l'appelait, Marc s'est assis dans son utilitaire en face de la place, et a regardé le gros SUV de Sorel récupérer sa femme à la porte arrière de l'impasse. Il l'a vu lever le visage vers le plafonnier, et a tout compris sans même avoir besoin du téléphone prépayé qu'il trouverait plus tard caché dans une boîte à farine. Cette liaison expliquait la phrase dans sa bouche. Elle ne protégeait pas son frère par loyauté fraternelle. Elle protégeait l'organisation que son amant dirigeait et pour laquelle son frère travaillait. L'organisation dont l'argent liquide transitait par sa boutique sous forme de fausses ventes de vêtements d'occasion. 50 € par 50 €, étiquetés, emballés et blanchis. Voilà pourquoi les épingles des chiens disparus dessinaient un cercle sur sa carte. Il vivait au milieu du réseau. Ils ont contre-attaqué avant qu'il n'ait pu reprendre son souffle. Et ils l'ont fait en s'en prenant aux gamins, ce qui fut leur erreur fatale. L'avocat de Lucas a brandi une plainte pour violence, décrivant l'oncle projeté au sol par un vétérinaire militaire violent, et Justine, que Dieu lui pardonne, a signé une déposition pour l'appuyer. Un appel anonyme a envoyé une assistante sociale à l'école de Théo pour demander si son papa lui avait dicté ses paroles. Et mardi à l'aube, Marc est sorti pour nourrir Banjo et a trouvé, posé contre l'enclos avec un soin presque artistique, une perche de capture. Pas de mots, le message était clair, on peut atteindre ce que tu aimes. Marc n'a pas cédé à la rage. La rage est réservée à ceux qui n'ont pas de plan. Il a transféré Banjo et Prune à la clinique et a installé des caméras sur les 2 bâtiments. Il s'est assis avec Théo et lui a appris ce qu'il apprenait au jeune recrue, que la peur est une information, pas un ordre. Et il a remis tout le dossier à Martin Houdin, l'atlas des cicatrices, la carte des disparitions, la chaîne des sociétés écrans, les numéros de plaques relevés à l'ancien cinéma, et un nom de plus qu'il avait réussi à faire parler. Le docteur Albert Pierre, un vétérinaire radié 2 départements plus loin, que le réseau utilisait depuis des années pour recoudre leurs chiens, qui cherchaient une sortie, détruit par tout ce qu'il avait recousu en silence. Le docteur Pierre s'est assis dans le bureau de Marc, son chapeau entre les mains, et a prononcé cette phrase que Marc n'a jamais oubliée, je les maintenais en vie pour qu'ils puissent mourir comme prévu. Ne finissez pas comme moi. Le départ de Pierre créait une place vacante. Le plus grand événement de l'année du réseau, la nuit des fondateurs, avec des parieurs venus d'autres régions. Et des gains à 5 chiffres, avaient lieu dans 6 semaines, et ils avaient besoin d'un nouveau soigneur. Martin a souri à cette nouvelle, d'un sourire de loup, car la seule chose dont un réseau de combat ne peut pas se passer, c'est de la médecine. Et s'il y avait une chose que Marc savait former mieux que quiconque, c'était un vétérinaire. Ils l'ont formé dans la clinique de Marc. Après les heures de fermeture, store baissé. L'adjudant Romain Hachette. Habilité à l'infiltration, main ferme, mais mauvais vocabulaire. Pendant 2
Semaine, Marc l'a dirigé comme s'il était en internat. Ce qu'un vétérinaire de combat transporte dans sa mallette et dans quel ordre. Ce que l'on dit pour un chien blessé au poumon. Ce qu'on ne dit jamais sur une puce électronique. Comment tenir un chien dont la vie entière n'a été faite que de main d'homme? Pour lui faire du mal. Le docteur Pierre a fait les présentations par l'intermédiaire de l'intermédiaire qu'il employait depuis des années, se portant garant de Romain. Comme du gars qui l'avait aidé à gérer son surplus de travail, et la propre paranoïa du réseau a fait le reste. Ils ont vérifié sa couverture, et la couverture a tenu parce que les services de l'État l'avaient construite et qu'un vétérinaire l'avait peaufinée. Pendant que Hachette s'intégrait, le filet se resserrait. Damien Faure, le jeune homme de 19 ans qui nettoyait les chenilles de l'ancien cinéma et aimait ses chiens avec une culpabilité qui le rongeait vivant, a craqué le jour où Marc lui a montré les photos de Prunasson. Arrivé comparé à son état actuel, un poil bringé brillant. Les oreilles dressées, la main de Théo sur son dos. Il a alors livré le grand registre d'alimentation qu'il tenait en secret comme une confession, date, poids. Résultat des combats, plaque d'immatriculation, non. L'adjudant-chef Ida Brachet, la seule enquêtrice de gendarmerie du secteur qui ne devait rien à personne, a fait circuler un faux dossier devant Bernard Roussel, une fausse déposition de témoins concernant la grange, classée là où seul Roussel pouvait la lire. Et a vu l'alerte arriver sur les SMS de Sorel 51 minutes plus tard. Roussel, piégé et risquant des poursuites pour entrave à la justice, a choisi le bon côté de l'histoire dès le vendredi. Pièce par pièce, la cécité du département s'est avérée n'être que 3 salaires et un virement de loyer. Et chacun d'eux était désormais sur écoute. La nuit des fondateurs est arrivée, froide et claire, et l'ancien cinéma s'est éclairé comme en 1965. Des phares de voitures s'alignaient à la billetterie, des boîtes de billets sous le vieux Porsche, la grange exhalant la chaleur du groupe électrogène, et 41 véhicules enregistrés par l'équipe de Martin. Depuis la lisière des bois, chaque plaque correspondant à un spectateur de plus. Hachette était à l'intérieur avec sa mallette, son micro transmettant l'ambiance de la pièce, l'arène en contreplaqué, les balances, le tableau noir des paris. Et à la table des comptes près de l'ancienne machine à pop-corn, portant des gants pour ne pas se tacher d'encre, se tenait Justine Meunier, attachant des liasses de billets de 50 € avec les étiquettes de prix de sa propre boutique. Marc, observant les écrans dans le fourgon de commandement parce que Martin lui devait bien ça, a senti la dernière part de douceur en lui se refermer comme une vanne. L'assaut a été planifié pour le moment de la pesée, avant qu'aucun combat ne commence. Les chiens préparés, l'argent engagé, les violences non encore commises, l'infraction caractérisée et probable dans sa globalité. Les grenades assourdissantes sont restées aux ceintures. L'opération s'est déroulée presque en silence. Les gendarmes ont bloqué l'entrée, le chemin arrière, la lisière du bois. Lucas Meunier a couru exactement là où Brachet l'avait prévu et s'est jeté directement sur une équipe cynophile, ce que tout le monde s'accorda à trouver poétique. Sorel n'a pas couru. Il a ajusté sa veste, a demandé son avocat et commençait à expliquer qu'il louait simplement le terrain quand Romain achète. Le soigneur a sorti sa carte professionnelle de sa mallette médicale. Sorel s'est retourné et a regardé dans la nuit, au-delà de la clôture, là où Marc Collin se tenait près du panneau de cinéma, et a enfin compris qui avait formé l'homme qui l'avait engagé. 63 chiens sont sortis vivants de cette propriété. Duc est sorti du box numéro 11, plus mince, plus gris, remuant la queue au son de son nom. Le démantèlement a pris 8 mois, et il a été complet. Des poursuites criminelles. Pour Sorel, Lucas, l'intermédiaire et les équipes de soigneurs pour sévices graves et organisation de combat en bande organisée.
Des poursuites pour blanchiment d'argent qui passait par la holding de l'Étoile, les stations de lavage et les registres de la boutique Seconde Vie. 41. Condamnation de spectateurs qui ont balayé la moitié des excuses du département. Justine a plaidé coupable pour le blanchiment et a témoigné contre Sorel avec le même calme qu'elle affichait autrefois face à Marc, ce que le jury a bien remarqué. Le procureur a relu la propre phrase de Lucas lors du réquisitoire final, il fait juste son difficile, pendant que l'écran montrait le coffre, le ruban adhésif, le collier, tandis que Lucas fixait la table. Accablé par sa condamnation pour maltraitance d'enfants et les peines d'emprisonnement qui en découlaient. Le docteur Pierre a témoigné, a perdu sa licence définitivement, et a simplement dit « merci » quand tout a été fini. Le registre de Damien, le faux dossier de Brachet, la coopération de Roussel, les micros de Hachette et l'atlas des cicatrices d'un vétérinaire se sont emboîtés. Comme les pièces d'un moteur que l'on remonte. Le juge a parlé d'entreprise criminelle. Les peines se sont comptées en décennies. Dans le public, Fernande Pouget tenait la laisse de Duc à deux mains. Le divorce n'était presque qu'un détail. La garde exclusive ne l'était pas. Théo n'a témoigné qu'une seule fois. En vidéo, et à la dernière question qui lui demandait ce qu'il voulait que le juge sache, il a répondu « Prune est à nous maintenant ». Le tri de la foire s'est occupé des 63 chiens, 58 ont pu être placés en refuge et adoptés, et les habitants de Nantois, qui avaient passé un an sans rien voir, ont fait la queue pour les ramener chez eux. Un samedi du printemps suivant, Marc avait de nouveau monté le break sur les rampes. Théo lui tendait la clé dynamométrique comme un assistant en chirurgie. Banjo et Prune étaient couchés ensemble à l'ombre du porche. Le coffre était plein de croquettes pour le refuge local. Les freins, cette fois, allaient très bien. Certaines choses se réparent, d'autres se remplacent. Marc Collin avait appris à faire la différence. Alors, voici ce sur quoi je reviens sans cesse. Tout le monde dans ce département avait une chance de voir ce qui se passait. Les affiches étaient sur le tableau. Les épingles dessinaient un cercle qu'un enfant aurait pu suivre. Mais voir à un coup, et l'addition arrive généralement sur la table de votre propre cuisine, alors les gens ont préféré payer la petite facture. Des renards? Un malentendu, il fait juste son difficile. Écoutez tout le travail que fait cette petite phrase. Elle transforme un crime en une simple opinion d'éducation. Elle met l'enfant sur le banc des accusés pour que l'adulte n'ait pas à l'être. Chaque agresseur en possède une variante. Et cela ne fonctionne que si l'entourage accepte de la croire. Le super-pouvoir de Marc n'était pas sa formation militaire ou ses compétences de médecin légiste. C'était que lorsque son fils a prononcé 5 mots, il les a traités comme des preuves plutôt que comme un dérangement. Il a vérifié le coffre. Tout ce qui a suivi n'était qu'une question de compétence et de patience. 2 choses pratiques avant de vous laisser, car je vous avais promis une valeur éducative. Premièrement, faites pucer vos animaux et enregistrez la puce. Une puce arrachée d'un chien volé est devenue la photo la plus accablante d'un procès criminel. Deuxièmement, si vous soupçonnez une cruauté organisée envers les animaux, ne publiez pas cela sur les réseaux sociaux. Signalez-le. Les combats d'animaux sont un délit grave et les lignes de signalement fonctionnent réellement lorsque la bonne agence en est saisie. Si cette histoire vous a touché, faites-moi plaisir, prenez des nouvelles de l'enfant silencieux. Croyez-le dès la première fois, et allez gratter votre chien derrière les oreilles. Abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci. C'est Nathan. Prenez soin de vous.